Bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux dans cet amphi Germaine Tillion ce soir. Merci beaucoup, d'autant plus que vous aviez une séance de cinéma vraiment dans l'amphi d'à côté, donc vous avez fait un judicieux choix. Merci à nos intervenantes et intervenantes d'être avec nous en présentiel, en visio. Donc nous allons rapidement nous présenter. Je suis Paul Russet, co-ambassadeur de la majeure philosophie politique et économie, avec donc Juliette Vandamme. Et donc, nous représentons cette majeure, qui est majeure par la recherche. Nous étudions de manière croisée et critique les disciplines de la politique, de la philosophie et de l'économie. Ce soir, pour cette conférence métier, nous avons choisi de mettre à l'honneur les métiers de l'édition, qui sont l'une des débouchés possibles du master PPE, mais qui peuvent également intéresser tous ceux d'entre vous qui ne sont pas dans ce master, mais sont quand même curieux de découvrir les parcours de nos intervenants. Pour les présenter, nous accueillons aujourd'hui 4 intervenants, 2 en présentiel et 2 en visio. Tout d'abord, bonjour Hugo Perregaux. Vous êtes éditeur aux éditions Urban Comics à Paris et vous êtes diplômé de Sciences Po Lille du Master Management des institutions culturelles de la promotion 2022. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci. Madame Lorraine Bécard, bonsoir. Vous travaillez donc aux éditions Leitmotiv en tant que chargée d'édition des relations libraires et internationales. Vous êtes une alumni de la magnifique et merveilleuse majeure PPE de la promotion 2016. Merci d'être avec nous. Nous avons également 2 fascinantes intervenantes qui sont avec nous en visio. Bonjour, Madame Camille Bernard-Cressol. Vous venez de l'IEP de Lyon et donc du réseau Sciences Po. Vous êtes diplômée de la promotion 2022 de cette IEP du master communication, culture et institutions. Et vous travaillez actuellement chez Glénat dans la région lyonnaise. Et enfin, Madame Julie Guénard, merci d'être avec nous également. Vous êtes responsable des droits étrangers aux éditions La Martinière et vous êtes donc alumni de la promotion 2017 de la majeure AP. C'était un nom un peu plus long à l'époque, je vous avoue, j'ai mal fait mes devoirs, je ne l'ai pas noté. Mais merci d'être avec nous pour nous partager votre expérience. Nous allons donc vous exposer rapidement le déroulé de cette conférence, qui va être donc scindée en deux grands moments. Un premier moment d'une demi-heure, où chacune et chacun de nos intervenants vont donc prendre la parole pendant environ 10 minutes, pour exposer leur parcours estudiantin, leur projet professionnel, enfin tout ça, pour avoir un cadre assez général du monde de l'édition. Dans un second temps, puisque nos invités n'ont pas le monopole de la parole, vous allez pouvoir poser toutes vos questions et avoir des réponses aux questions qui vous taraudent suite à l'exposition de leur parcours, de leurs expériences et comprendre un petit peu mieux ce vaste monde de l'édition. Voilà, nous pouvons désormais commencer la conférence. Madame Lorraine Bécard, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. Bon, vous me dites si je ne parle pas assez fort, je vais essayer de hausser le ton. Alors, je suis le dinosaure de cette salle parce que je faisais partie de la promo 0 du PPE, la toute première, diplômée en 2016. Moi, je suis entrée dans PPE surtout par un intérêt pour le journalisme et merci. Et l'utilisation, on va dire, des médias, notamment de la photographie comme outil de récit. Donc, en même temps que ma 5A de PPE, j'ai fait un Master of Art de Documentary Photography à l'Université de Westminster. J'ai été diplômée en 1 an, en même temps que la fin de Sciences Po. Voilà. J'ai ensuite enchaîné des piges dans le journalisme. Voilà, j'ai un peu galéré. Via Sciences Po, j'avais quand même j'avais trouvé mon premier stage en presse quotidienne régionale. Mais ensuite, c'était vraiment de la débrouillardise par moi-même. Donc, j'ai pas mal pigé. Après, j'ai engrangé des contacts dans le journalisme, via l'AFP, etc. Un peu de télé. J'ai fait une mini-mission au Liban. Et j'ai fini par trouver un poste d'iconographe à l'Agence France Presse, à l'AFP, à New Delhi, en Inde. Donc ça a duré 2 ans, à peu près. L'AFP, section photo, c'était vraiment quelque chose que je cherchais à faire. Bon,
voilà, j'ai décidé d'en partir fin 2020. Et en fait, j'avais une première expérience d'édition par un stage juste avant l'AFP, à Leitmotiv, qui est donc la structure pour laquelle je travaille aujourd'hui. Et donc, en rentrant en France, c'était voilà, quelque chose qui m'attirait, en fait, parce que j'avais cette envie de tester plusieurs métiers autour de la photographie. Photographe, iconographe, qui sont en fait ceux qui gèrent les photos des photoreporters, en font un package un peu reportage, vérifient les légendes, les infos et les envoient aux médias. Et donc, éditeur de livres photographiques. Donc, je suis vraiment arrivée par l'édition via la photographie. Ce que j'ai pu peut-être retirer de l'expérience de PPE et de Sciences Po pour mon poste aujourd'hui, c'est un peu la polyvalence et le côté couteau suisse, hein, puisque je travaille pour une structure indépendante spécialisée dans un marché presque de niche, même si on est au terme, mais voilà, c'est vraiment ça qui compte, c'est de savoir un peu tout faire, d'être curieux, d'avoir une certaine facilité de rédaction, parce qu'en fait, on rédige beaucoup sur des supports très différents, que ce soit de la communication, des supports commerciaux, des dossiers d'appel d'offres, etc. Donc la méthodo, je pense, retirée de Sciences Po, m'a pas mal servi pour être très rapide dans ces tâches. Après, voilà, j'ai pas eu de formation spécifique en édition. J'ai juste fait un stage, je suis revenue et c'est parti comme ça. Il y a beaucoup d'expériences terrain et j'ai vraiment tout appris avec donc le directeur de Leitmotiv qui s'appelle Eric Lebrun. Alors après, il existe des formations en édition métier du livre, bien sûr, mais surtout si vous enchaînez les expériences, d'abord généralement en indé et après pour des plus grands groupes, comme vous verrez avec Hugo, je pense qu'il n'y a clairement pas besoin d'avoir une expérience, enfin une formation en plus des expériences. C'est bien, je pense, de les diversifier. Après, pour parler un peu plus de la spécificité du marché de l'édition photographique, bon, j'ai amené plusieurs livres. Si vous avez le temps, vous pourrez en voir. Voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est un petit marché, c'est-à-dire qu'on a de faibles ventes avec des publics plus restreints, même s'ils ont pas mal évolué au cours des 10 dernières années. C'est un public qui s'est éloigné de la dimension collectionneur, qui s'est rajeuni, féminisé, diversifié en termes d'intérêt. Maintenant, il y a plus l'intérêt pour la thématique autant que l'objet. Il y a une grande, j'ai envie de dire presque R&D en édition photographique indé sur voilà, comment on fabrique les livres. On joue beaucoup avec les papiers, les textures, les formats, les reliures. Voilà, c'est un peu presque la spécificité aussi du marché français en livres photographiques, un peu plus qu'ailleurs. Il y a une grande proportion de maisons indépendantes. Finalement, il y a les grands groupes qui ont des sections beaux livres ou beaux-arts, où on va retrouver la photographie aux côtés de la danse, tous les arts du vivant, etc. Le cinéma, mais il y a vraiment une très grande proportion de maisons indépendantes, souvent des éditeurs qui ne font pas que ça pour vivre d'ailleurs, qui ont d'autres casquettes. Les coûts de production, ce qui fait oui, la plus grande spécificité du livre photographique, sont les coûts de production qui sont très élevés. Alors, c'est assez élevé dans la BD, la jeunesse, etc., parce qu'il y a aussi des grands formats et des jeux avec les textures, mais c'est vrai qu'en livre photo, il y a une étude qui a été réalisée récemment, et grosso modo, c'est 17 000 € de coût de production pour 1000 exemplaires, donc ça donne une petite idée voilà, du livre, ce qui explique le prix de vente et les faibles tirages, parce qu'on est sur une moyenne de 850 tirages par exemplaire, donc par ouvrage. Il y a très peu de rééditions.
Et on a un chiffre d'affaires qui permet surtout de couvrir voilà, les coûts de production et les coûts de logistique, mais pas forcément beaucoup plus. C'est pourquoi c'est un secteur qui connaît pas mal d'auto-édition aussi. Alors ensuite, il y a un flou dans les maisons sur compte d'auteur, compte d'éditeur. Donc, c'est si c'est l'auteur qui paye pour son livre ou si c'est l'éditeur. Bon. Chez Leitmotiv, depuis le début, on va chercher l'argent et on fait le livre avec l'argent qu'on trouve. Donc, on n'a jamais demandé au photographe de venir avec leur calcul. Mais ce qui nous demande d'être très inventif en termes de recherche de financement alternatif. Donc, au-delà des aides, bien sûr, aide publique, donc conseil régional, département, BRAC, etc. On cherche des pistes de financement privé, mécènes, fondations, des bourses, appels d'offres, et puis parfois aussi, sur certains titres, on peut faire ce qu'on appelle des précommandes. Voilà, ce n'est pas forcément toujours bien vu par toute la chaîne du livre, mais en tout cas pour nous, c'est nécessaire d'avoir un peu de trésorerie avant même l'impression, la production. Donc en fait, on vend le livre par avance, mais qu'il soit fait, mais avec cette idée d'avoir par exemple une édition limitée. Donc dans le secteur de l'art, c'est vrai que les éditions limitées, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Voilà, alors après, nous, on est bien diffusé, distribué. Notre diffuseur, c'est Cédif, notre distributeur, c'est Pollen. Donc, ce sont des commerciaux qui rendent visite au point de vente, aux libraires, etc., pour proposer nos livres à la vente. Ensuite, ce sont les libraires et les points de vente qui les transmettent, voilà, partagent avec les clients, les lecteurs, lectrices. On fait aussi ce qu'on appelle de la surdiffusion, c'est presque obligatoire pour nous. Donc, on fait ça en intelligence avec notre diffuseur, mais on va très souvent voir le libraire, ou qui se rappelle un peu de nous, qui me laisse un petit peu de place sur les rayons, ce qui n'est pas toujours évident parce que marché éditorial en France, c'est quand même assez bien fourni. Et par rentrée littéraire ou par rentrée annuelle d'année, il y a énormément de sorties. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, peut-être plus sur mes missions. Donc, je pense que vous vous en doutez un peu, mais mon leitmotiv, c'est une toute petite structure. C'est une structure à plusieurs têtes parce que c'était une agence photo, c'est toujours une agence photographique où on fait travailler des photographes dans la presse, les médias, etc. Là, il y a 2 collègues à temps partiel qui travaillent sur ce pôle, en plus du pôle médiation, c'est-à-dire qu'on organise des ateliers, des conférences, on conçoit des expositions, donc des fois à partir de nos livres, des fois à partir de travaux de photographes, à destination de médiathèques, d'établissements scolaires, etc. Et sur le pôle édition, il y a moi et le directeur, bien sûr, qui gère les 3 pôles. Donc, ce qui implique que voilà, je fais un peu tout, directeur. Donc, il y a du suivi éditorial, relation avec les photographes, les auteurs pour les textes, les graphistes, les photographeurs. Donc, ça, ce sont ceux qui vont permettre aux images d'être traitées numériquement pour qu'elles apparaissent le plus fidèlement possible pour leur couleur sur papier. Je gère les relations avec le diffuseur, la communication, les relations de presse. Quand je vous l'ai dit, les recherches de financement. Donc ça, je m'en doutais pas forcément en arrivant, mais il y a une très grosse partie de mon travail qui finalement prend partie dans cette rédaction de dossiers, d'appels d'offres, de bilan aussi, une fois qu'on a eu le financement, etc. C'est assez chronophage. C'est pas toujours rémunérateur dans le sens où on n'est pas toujours gagnant sur ce plan. Voilà. Ensuite, je gère l'événementiel, les relations libraires, les signatures et rencontres. Donc tout ça avec le directeur, bien sûr. Hein. Cette année, on a aussi ajouté, au début, mais on a engagé une apprentie qui fait partie de la formation de l'IUT de Lille Tourcoing métier du livre, qui m'aide pas mal sur l'événementiel et la communication.
On participe à des salons, salons du livre, salons photographiques, pour plus de la vente directe et de la représentation auprès de nos publics. On fait la surdiffusion, comme je vous ai dit. Je gère aussi les ventes directes du site internet. On crée sur place aussi dans notre studio les produits dérivés des livres. Donc, comme je vous ai dit, on fait des tirages limités, des marque-pages, des cartes postales, etc. On s'en fait nous-mêmes avec une grosse machine d'impression qu'on met sur place. On coordonne les expos que l'on peut concevoir. Bon, ça, je le fais moins, c'est plus mes deux collègues du coup, qui s'en occupent, bien sûr. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près tout. Et aussi, bien sûr, le travail le plus boring, c'est le travail administratif, mais qui est nécessaire, les factures, les devis, voilà, toutes ces choses. Voilà. Bon, ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que j'ai fini. Merci. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Moi, de mon côté, donc, j'étais dans la promo 2022, la promotion Alan Turing. Pour ma part, j'ai fait donc, la filière générale, puis le master management des institutions culturelles. Qui, d'un point de vue très concret, et c'est un master qui était intéressant parce qu'il permet d'étudier le monde de la culture, son économie de façon globale, mais qui est très peu axé sur les métiers de l'édition, peu axé sur le spectacle vivant, sur l'industrie audiovisuelle. Donc, les apprentissages, ils étaient plus globaux sur l'industrie de la culture, mais il m'a permis de faire une alternance. Je reviens un tout petit peu en arrière. Moi, mon premier pied dans l'édition, c'était lors de ma 3e année. J'ai pu faire un stage. J'étais l'année de la 3e année Covid, donc je me suis retrouvé un peu entre deux facs, un peu paumé. Et j'ai pu faire mon premier stage grâce à Sciences Po Lille, donc dans une micro-maison d'édition lilloise, les éditions Lucas Édition, qui est une petite maison d'édition. On était deux dans sa cuisine, maison d'édition jeunesse. C'était très intéressant et ça m'a vraiment permis par la suite de faire valoir une première expérience dans l'édition. Et c'est un peu ce que tu disais, Lorraine, à savoir qu'une fois qu'on a mis le pied dans la porte, tout est facilité. Donc j'ai fait une première alternance pendant mon Master 2 aux éditions Talent Haut, une maison d'édition jeunesse encore, qui est un projet éditorial antisexiste et de façon plus générale de lutte contre les discriminations, donc antiraciste, antisexiste. J'étais assistant éditorial là-bas. À l'issue de mon diplôme, j'ai fait le choix de continuer 1 an mes études. Donc, j'ai fait un master en création éditoriale multi-support à la Sorbonne, hein, donc directement un master 2. Là encore, c'est un master qui est, somme toute, très intéressant, mais disons que l'intérêt du master, il est bien plus justement parce que c'est également un master en alternance et qui permet de se familiariser avec l'ensemble des métiers de l'édition et des tâches de l'édition. Pendant cette année de master, donc j'étais en alternance au sein des éditions Bordas. Les éditions Bordas, j'ai rejoint l'autre côté du miroir parce que j'étais dans un grand groupe, Editis, et aujourd'hui 2e plus gros groupe d'édition. C'est un grand changement, parce qu'on passe d'une équipe de 10 personnes à un bâtiment où on est 1500 personnes. Bordas, c'est une grosse structure, et moi je suis à ce moment-là assistant éditorial en manuel de maths pour les primaires, du CP au CM2. J'ai plein de choses à dire là-dessus. Et c'est plus mon métier. Mais non, c'est une expérience qui est très, très enrichissante. À l'issue de cette alternance, j'ai été embauché là-bas pendant 1 an en CDD, donc en tant qu'éditeur junior. Et au bout de quelques mois, j'ai finalement une opportunité qui se dessine pour aller travailler chez Urban Comics, à mon poste actuel. Et c'est véritablement ma passion, hein. J'ai commencé l'édition parce que je suis avant tout passionné de bande dessinée et plus particulièrement de comic books. Et chez Urban Comics, on publie des comic books et plus particulièrement de la bande dessinée américaine. C'est de façon grossière, mais on fait des comic books. On est notamment connu parce qu'on est l'éditeur français de DC Comics, donc vous connaissez forcément Batman, Superman, Wonder Woman et tant d'autres. Donc Urban Comics, en effet, c'est une maison d'édition de moyenne taille. Donc, on appartient à un grand groupe, un Média Participation, qui fait partie des plus grands groupes d'édition français. Nous, on est une dizaine de personnes dans l'équipe. On est 4 éditeurs, 2 chargés de marketing, 2 chargés de mission commerciale. Et on a également avec nous 2 alternants cette année, plus un directeur éditorial. Donc, on est une équipe de taille moyenne. Taille moyenne, mais une production qui, pour le coup, est très intense, puisqu'on fait entre 160 et 180 titres par an.
je vous laisse faire le calcul, je le fais en même temps que vous en réalité. On est 4, donc ça fait environ 45 titres par personne à l'échelle d'une année. C'est beaucoup, mais c'est facilité parce que justement, Urban Comics publie de la bande dessinée américaine, c'est-à-dire qu'on ne fait que de l'achat de droits. Il n'y a pas de création chez Urban Comics. Les bandes dessinées qu'on publie ont déjà été publiées aux États-Unis. Et il est à notre charge plutôt du coup de choisir quels titres vont être publiés sur le marché français. Et une fois qu'on a choisi de les adapter au marché français sur tout ce que ça implique, hein, donc à savoir quel titre, quel format, venir le traduire, le lettrer, refaire la maquette, toute la partie graphique du projet, et d'en suivre la publication. Urban Comics, c'est une boîte qui est assez jeune, elle a été créée en 2011-12, donc ça fait 13 ans maintenant qu'on existe. C'est un marché de niche, mine de rien. On peut avoir tendance à penser que le super-héros a le vent en poupe. C'est pas trop le cas. C'est un marché qui plaît vraiment à des passionnés. On fait aussi de la bande dessinée indépendante, qui vient toujours américaine, mais plutôt issue d'indépendante, qui n'est pas de la licence de super-héros. Mais ça a du mal à percer vers les lecteurs et lectrices de bande dessinée. Néanmoins, on s'accroche. Et c'est vraiment plutôt pas mal. J'ai un catalogue à vous proposer. J'ai pas de beaux livres à vous proposer moi aujourd'hui. Je suis désolé. Mais c'est une production qui est assez intéressante, qui est très riche. Et ce qui m'amène plus directement à vous parler de mon poste, parce que si Lorraine est un couteau suisse, moi je suis un couteau à huître. J'ai vraiment une mission très spécifique. Euh, Puisque moi, en tant qu'assistant éditorial, en réalité, disons que je suis chef d'orchestre de mes projets, mais je pilote des projets. C'est-à-dire que du jour où j'ai choisi de publier un livre, donc disons, pour être très peu original dans mon cas, un Batman tome 6, là, voilà, le dernier qui va sortir, il sort très bientôt, je vous le conseille. Euh, une fois que j'ai choisi de faire ce projet, il va y avoir des étapes en parallèle. Je vais dans un premier temps l'envoyer en traduction. Ce n'est pas moi qui traduis les livres, hein, on fait appel à des traducteurs qui sont freelance dans notre cas. Ils vont le traduire. Une fois que j'ai réceptionné cette traduction, vont s'enchaîner des étapes de lettrage. Donc le livre va être lettré par un graphiste dont c'est la spécificité. Il va vider les bulles euh, et les re-remplir avec le texte en français. Donc ça implique de changer la taille parce que la langue française n'est pas la langue anglaise. Et donc il va falloir réadapter tout ça. Et en parallèle, on va donc réfléchir encore une fois à la charte, la couverture, le format, le type d'objet. Tout ça, au final, on a des pages de BD, des pages de maquettes de graphistes. On va assembler les deux. Ça part en fabrication. Et moi, j'enchaîne comme ça sur mes 45 titres par an. Il faut dire qu'un livre, dans notre cas, ça met à peu près 3 mois à être produit entre disons, le go et moi, mon envoi à l'imprimeur. Et comme je l'ai dit, je vais enchaîner ce process. Moi, c'est une passion. J'insiste sur ce point. On dit souvent que le métier d'éditeur, c'est un métier passion. Je pense que c'est vrai. À savoir qu'à l'origine, on est quand même tous animés par une volonté de publier des livres qui nous plaisent et qu'on a envie de rendre les plus beaux et de faire valoir des paroles d'auteur. Euh, donc c'est plutôt intéressant. Je me permets de parler de salaire, parce que c'est un point qui est plutôt important dans nos métiers. Donc c'est un métier passion, et qui dit, comme souvent métier passion, dit salaire passion. Donc je vais donner une tranche. Disons que moi, de mes quelques expériences en entrée de carrière, je suis payé entre 2000 et 2500 euros bruts par mois. Donc concrètement, dans ma poche, arrive entre 1500 et 1800 euros net par mois. C'est pas beaucoup par rapport à certains de nos collègues diplômés de Sciences Po Lille. Mais c'est aussi un confort de vie, de travailler dans des domaines qui nous plaisent, le domaine de la culture, le contact avec les auteurs. C'est dit, vous êtes prévenus. Un temps de travail passion. Ouais, voilà, temps de travail patient. Oui, c'est des horaires étendus. Mais Tout à fait. non, les 35 heures, ça n'existe pas. Nous sommes des grandes familles. Mais encore une fois, dans mon cas, bien sûr qu'on peut se plaindre parce que ça pourrait être bien mieux dans bien des cas. Euh, mais j'aime très sincèrement mes projets. Et pour revenir un peu sur disons, l'apport de la formation Sciences Po concrète dans ce métier, je te rejoins complètement. On nous apprend à être assez pluridisciplinaire et avoir cette aisance de gestion de projet qui est vraiment quelque chose qui nous a inculqué ici. Donc, ça demande beaucoup de rigueur, ça demande une rigueur de planning parce qu'on travaille avec beaucoup de prestataires différents. Le livre, c'est une chaîne du livre, donc c'est un ensemble d'acteurs. On est tous interconnectés, de l'auteur
en passant par l'éditeur, le distributeur, le diffuseur, l'imprimeur, les libraires. Il y a vraiment comme ça cet enchaînement d'acteurs qui tous contribuent presque même à part égale à ce que le livre arrive entre les mains des lecteurs. Et ça implique d'être très rigoureux sur nos plannings. Le deuxième point, je dirais quand même une certaine aisance à l'écrit. Mine de rien, nos métiers impliquent de corriger et de lire. Donc, l'aisance orthographique est là, même si on triche nous aussi. On a nos correcteurs orthographiques, nos précis avec nous pour s'assurer que tout se passe bien. Et j'insiste, mais il y a une certaine culture générale qui est quand même quelque chose qu'on essaye au mieux de nous apprendre dans notre formation. Et tout ça, ça donne de somptueux éditeurs. Et dans mon cas, encore une fois, c'est un objet, le comics, qui est un peu particulier. On aura l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez au moment des questions, mais ça reste, c'est de la bande dessinée. C'est pas forcément la chose qu'on va le plus nous montrer chez nous, parce que ça souffre un peu de manque de légitimité culturelle encore à ce jour. Les super-héros, c'est un peu vu comme la malbouffe de la BD. Néanmoins, c'est des objets qui sont intéressants et je vous invite à vous pencher, parce qu'il y a sûrement des titres qui vous plairont, même si vous n'y connaissez pas grand-chose et que ça ne vous intéresse pas au premier abord. Merci à tous. C'est mon tour, je crois. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas encore. Non. Alors, plus ça arrive. Tomates. Est-ce que c'était une question de le passer dans le... Si tu sors la sortie audio, va dans le son. On va à droite, il est juste au-dessus. Le haut-parleur est juste au-dessus, interphone. Vite, tente de parler. Est-ce que vous m'entendez mieux? Parfait. Ah, super. Bon, bonjour à tous. Désolée d'avoir pas pu venir, ça aurait été avec plaisir, mais c'était compliqué logistiquement. Moi, je m'appelle Julie Guénard, je suis diplômée de la filière générale d'un M1 en affaires publiques et d'un M2 en stratégie des échanges culturels internationaux. Je vais revenir un petit peu dessus en détail. En 2017, et ça fait 8 ans que je suis chargée des droits étrangers pour les éditions La Martinière. Donc j'ai eu ce poste-là directement après mon diplôme. Pour revenir sur mon parcours à Sciences Po, j'ai fait la filière générale sur les 3 premières années, puis du coup un M1 en affaires publiques. Alors j'ignore son nom aujourd'hui, mais c'est le master droit public, donc qui n'a pas grand-chose a priori à voir avec la culture, à part si on envisage les concours de tout ce qui est concours administratif, ce qui était mon cas pendant un moment. Puis j'ai bifurqué sur un M2 stratégie des échanges culturels internationaux à l'IEP de Lyon via une procédure de mutualisation, puisqu'en fait, à l'époque où j'ai fait mon master, je ne pouvais pas passer en MIC en interne. Voilà, il fallait changer d'IEP. C'est ce que j'ai fait. Et donc, dans ce Master 2, j'ai eu du droit de la propriété intellectuelle, des cours de gestion d'entreprise et de projets culturels et des cours sur les enjeux de la coopération culturelle internationale. C'était très axé spectacle vivant. Donc, c'est là où je pense que les deux formations se rejoignent aussi un peu, en tout cas à l'époque. J'ai fait 3 stages principaux à la fin de ma 3e année, à la fin de ma 4e année, et puis juste avant mon embauche. Tous ont été dans le domaine du livre, de près ou de loin, ce que je réalisais à l'époque, mais pas totalement non plus. Et je vais revenir sur cette importance des stages. En fait, les choses se dessinent aussi peu à peu. Et c'est important de tester et d'aller dans des domaines bien sûr, qui vous plaisent. Ça paraît hyper bateau comme ça, mais en fait, il y a une cohérence globale, même si vous la voyez pas au début. Et même si vous vous dites, je vais faire quelque chose de très commercial lié au livre, puis après quelque chose dans la com, en fait, finalement, il y a quand même une cohérence qui va se dessiner et qui va vous donner de l'aplomb et des choses à raconter aussi pour de futurs employeurs. Donc, mon premier stage à la fin de ma 3e année, c'était à la BNF, donc dans le public, Bibliothèque nationale de France. C'était sur de la communication autour d'un projet de numérisation d'ouvrages. Ensuite, mon stage à la fin de ma 4e année, c'était chez un distributeur et diffuseur, Interforum, donc un acteur assez majeur de l'édition, donc qui assure la commercialisation. Donc là, plus dans la partie, je m'occupais de l'affichage sur les sites marchands, donc de suivre en fait les métadonnées. Donc c'est un mot assez affreux pour vérifier que les infos de vente apparaissent bien sur les sites revendeurs. Donc c'est plutôt du purement commercial.
dans la gestion d'activité. Et à l'époque, je voulais déjà commencer à intégrer vraiment les maisons d'édition. Service com, marketing ou droits étrangers, je ne savais pas encore trop. Et droits étrangers, je ne savais pas ce que c'était au début parce que c'est peu connu finalement quand on rentre pas vraiment dans le vif du sujet. Donc les droits étrangers, c'est qu'en fait, je représente les titres de la maison qui sont publiés en français auprès d'éditeurs dans différents pays pour qu'ils soient traduits et adaptés. En fait, moi, c'est l'inverse de l'achat, par exemple, de comics qui a été évoqué avant et qui sont importés pour être traduits en français. Moi, c'est l'inverse. Je vais présenter les œuvres françaises pour qu'elles soient traduites et diffusées à l'étranger. Donc, le poste s'appelle droits étrangers, mais en fait, ce que le poste ne dit pas, c'est que ce n'est pas un poste juridique, c'est un poste commercial, puisque il faut vraiment défendre en fait le titre à l'étranger pour établir des contrats de cession. Donc, j'ai quelques notions juridiques, mais je n'ai pas une formation juridique. Et on a l'appui aussi d'un service juridique. C'est un métier qui s'exerce en général dans les grands groupes, puisque dans les plus petites structures, ce sont les éditeurs couteaux suisses qui s'occupent aussi finalement de cet aspect. Il y a 2 modalités de vente à l'étranger. Moi, je m'occupe d'ouvrages illustrés. Donc, on va chercher des éditeurs, bien sûr, qui font ce type de livres. Et ils peuvent nous passer commande, c'est-à-dire uniquement traduire l'ouvrage et nous dire fabriquez-le dans ma langue. Donc là, il va y avoir du suivi de production, de l'établissement de devis auprès d'imprimeurs, tout un travail en fait qui s'apparente à celui de l'éditeur, sauf qu'on travaille sur un objet qui est déjà terminé. Et la deuxième modalité, c'est la cession de droits plus simple, c'est-à-dire qu'on va vendre les droits d'exploitation du livre à un éditeur étranger qui va l'imprimer lui-même, c'est-à-dire qu'il va faire toute la recherche d'imprimeur, il peut éventuellement changer des caractéristiques de l'ouvrage, c'est-à-dire l'imprimer en un plus petit format si lui, son économie à ce moment-là est différente, ou au contraire rajouter des options. C'est selon. Et il y a plusieurs manières d'aller chercher ces éditeurs à l'étranger. La première, c'est les salons internationaux. Donc, je me déplace quand même pas mal en Europe et ailleurs pour présenter les ouvrages. Donc, c'est des salons professionnels où on rencontre les éditeurs. Et la deuxième modalité, c'est bien sûr le mail, la visio, les appels depuis le lieu d'exercice du travail. L'anglais, c'est indispensable, c'est vraiment une langue que j'utilise au quotidien. Et ce que ça m'a apporté aussi de par mes études, puisque c'est une langue qui est restée et aussi avec l'année à l'étranger, bien sûr, qui a renforcé tout ça. Je vais aussi appuyer la polyvalence qui a été soulignée par les 2 intervenants précédents. C'est en soulignant qu'il faut être capable, qu'en fait, Sciences Po nous amène à être capable de s'adapter à plein d'environnements différents, à plein de modalités de travail différents. Et finalement, dans le concret de mon travail, j'utilise pas forcément de cours vraiment qui m'ont été donnés, mais par contre, l'ensemble donne un cadre hyper structurant qui fait qu'effectivement, en gestion de projet, on se défend pas mal. Et faut aussi, le conseil peut-être la chose que j'aurais aimé savoir il y a quelques années, c'est que mettre en avant sa polyvalence et utiliser ça aussi dans un but de transfert de ses compétences. C'est-à-dire que vous pouvez commencer dans un secteur et faire de la gestion de projet comme je fais aujourd'hui, donc plutôt commercial, même s'il s'agit d'un domaine passion, d'un domaine du livre, et je serais sûrement très mauvaise commerciale si c'était un autre objet. Là, c'est des objets, vraiment des projets spécifiques à chaque fois. Mais toutes ces compétences-là, je peux tout à fait aller voir demain une entreprise de commerce international qui exporte des vêtements et leur dire, voilà, j'ai eu une base de contacts à l'international à qui j'ai envoyé ceux dont je voulais parler, j'ai établi des partenariats forts, des contrats et j'ai exporté mon activité. Tout ça, ça fonctionne hein, vraiment. Voilà, j'ai pu l'expérimenter par ailleurs, même si ma volonté n'est pas de changer de secteur pour le moment. C'est un secteur qui est, comme on l'a déjà souligné, assez niche finalement, hein. Il y a peu de place. Les salaires sont plutôt bas. Dans les postes commerciaux, c'est un petit peu plus haut que d'autres postes, mais pas tellement en fait par rapport à d'autres postes commerciaux ailleurs. On reste dans des niveaux qui décollent pas vraiment. Surtout l'évolution est lente. C'est ce que je constate parmi toutes mes connaissances. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire également? J'ai déjà souligné voilà, l'importance des stages
vraiment pour tester des choses, si c'est le domaine du livre qui vous intéresse, de rentrer par toutes les portes possibles. C'est pas parce que vous n'avez pas un stage en édito, même si c'est la finalité que vous visez, que vous n'y arriverez jamais. Au contraire, faire des stages par d'autres services permet déjà d'être plongé dans l'ambiance d'une maison d'édition. Voilà. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là peut-être pour cette première présentation et puis en affinant par la suite avec des questions si vous en avez. C'est à mon tour, je crois. Tout le monde m'entend, c'est bon? C'est tout bon. Et ben, moi, je suis l'intrus de la soirée, puisque j'ai fait Sciences Po Lyon et pas Sciences Po Lille. J'ai dû choisir mon master à la fin de ma 3e année, j'ai décidé d'aller dans le master communication, culture et institutions, par intérêt pour la culture, mais sans trop savoir encore quel domaine m'intéressait. J'ai fait un service civique entre mon M1 et mon M2 pour avoir un peu du concret et une expérience professionnelle. Donc, j'ai fait mon service civique dans une structure culturelle municipale, une salle de spectacle en relations presse et en communication de manière générale, donc pour engranger un peu d'expérience, etc. Puis, je suis revenue à Sciences Po Lyon. Et puis est venu le moment fatidique de choisir le stage de fin d'année, à peu près à la même période que maintenant. Et j'avoue que j'ai pensé à l'édition un peu comme un domaine dont je rêvais un peu, mais que je pensais inaccessible. Spoiler alert, ce n'était pas inaccessible. J'ai pu trouver un stage de fin d'études donc au sein des éditions La Maison Hachette Pratique, qui appartient au groupe Hachette, en relations presse. Donc j'ai pu travailler sur des livres de cuisine, des livres sur le sport, des livres sur la santé également. Donc j'ai pu engranger un peu d'expérience. Et ça, je rejoins tout ce que les autres intervenants ont dit sur l'importance des IEP pour la polyvalence, pour la rédaction, pour aussi tout ce qui est analyse des marchés, connaître les publics, s'intéresser un peu aux personnes qu'on veut toucher à travers le livre. Donc ça a été très intéressant. Et puis, vers la fin de ce stage, au moment où il faut commencer à se tourner vers le monde professionnel et trouver un emploi, je me suis dit que finalement, les relations presse, qui étaient très intéressantes, c'était avec le livre qui était déjà fini. Donc, on ne travaille pas directement, on travaille avec les auteurs, bien sûr, on discute avec eux de la manière dont ils veulent faire leur plan de communication, etc. Mais on ne participe pas à la création du livre. Et c'est ce qui m'intéressait. Mon problème, c'était que je ne me sentais pas légitime, puisque je n'avais pas les compétences d'un éditeur, des personnes qui sont éditeurs et qui ont fait parfois des études de 5 ans, un master, etc. Et donc, j'ai décidé de faire un autre master en plus pour continuer encore plus d'études. Et j'ai été prise au master IEC de la fac de Cergy. C'est le master ingénierie éditoriale et communication, parce que je voulais garder quand même un petit aspect communication au cas où le métier d'éditeur soit trop compliqué ou me plaise pas au final pour revenir donc sur les relations presse. Il y avait le petit côté théorique qui me plaisait beaucoup. Mais ce qui était le plus important, j'ai trouvé, toujours pour engranger l'expérience, c'était d'être en alternance. Donc, c'était l'avantage. J'ai été prise comme assistante éditoriale au sein des éditions Marabout, toujours au sein du groupe Hachette, donc deux concurrents directs au même étage. On se croisait de temps en temps, mais on n'était pas vraiment en relation. Et au sein des éditions Marabout, j'étais au pôle sport et loisirs illustrés. On va dire que dans les grandes maisons, plus on va être dans une grande maison, plus on va être spécialisé quand même dans un domaine particulier ou des tâches particulières. Et c'était le cas. Ce qui est important dans les pratiques aussi, c'est qu'il faut s'intéresser à beaucoup de domaines. Il y a des sujets qui vont nous plaire plus ou moins. Par exemple, je ne sais pas, des livres sur le cinéma, comme c'était le cas, et des sujets qui vont un peu moins nous parler, comme des entraîneurs de foot. Mais on va quand même s'y intéresser, on va quand même essayer d'avoir une petite expertise sur ce domaine-là. Et aussi, ce que je trouve très intéressant dans le livre pratique, et c'est pour ça que j'ai voulu continuer dans ce domaine-là, c'était qu'on travaille avec des auteurs qui ne sont pas écrivains. Donc, on va avoir vraiment un apport sur le livre. On va essayer de conseiller les auteurs, de faire en sorte ensemble de trouver le meilleur ouvrage possible. Et on va être au cœur du projet aussi. L'éditeur, c'est un peu le chef de projet, le chef d'orchestre, puisqu'on va être en relation avec quasiment tous les acteurs de la chaîne du livre, plus ou moins. On va être en relation avec l'auteur, on va être en relation avec l'équipe marketing, avec les relations presse, avec les fabricants, et via les fabricants avec les photograveurs, donc qui vont travailler les images. On va travailler avec des photographes, on va travailler avec des traducteurs, si jamais c'est une traduction. On va travailler avec les maquettistes pour participer à la création d'une maquette, si c'est un nouvel objet.
Donc, il va y avoir beaucoup de discussions, de réunions. Donc, c'est pas un métier, on va passer tous autant sur les livres. Ça, c'est ça, c'est faux. Il faut bien aimer le contact et discuter avec les personnes. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, avoir des intérêts pour beaucoup de sujets, une ouverture d'esprit que Sciences Po a pu m'apporter. À la fin de ces 2 années donc de master, en plus, j'ai été prise aux éditions Glénat. Donc, Glénat est une maison d'édition très connue pour la BD, pour le manga, éventuellement pour la jeunesse, mais aussi pour les livres pratiques. Donc, j'ai continué dans ce secteur-là. Et là, pour le coup, c'est des livres pratiques plus tournés vers donc, des domaines qui plaisent à Jacques Glénat, le fondateur de la maison, c'est-à-dire des livres sur la montagne, parce qu'on est à Grenoble, des livres sur la mer, parce que Jacques Glénat aime bien la mer, des livres sur la cuisine, des livres sur le patrimoine local. Et j'ai à peu près fait tout le tour du sujet. Donc, je suis amenée à travailler sur des guides de randonnée, par exemple, travailler sur les cartes, sur des itinéraires, où en tant qu'éditeur, on a un peu une responsabilité aussi, parce qu'on doit faire en sorte que les personnes qui vont suivre les randonnées qu'on propose, ils vont pas tomber dans un trou ou dans une grotte, par exemple. Voilà, donc, c'est important. Il va falloir avoir un travail de vérification et de préparation de copie. Ça peut être aussi des agendas, des livres de texte, des beaux livres illustrés. Et c'est ce qui me plaît aussi, c'est de travailler donc, sur plein de thématiques différentes. Et ce que je conseillerais peut-être, c'est que si un domaine éditorial vous plaît et que vous voulez travailler dans ce domaine éditorial, c'est d'essayer de trouver en premier lieu des stages dans ce domaine-là, puisque le monde éditorial, c'est quand même plutôt, quand on est éditeur de bande dessinée, on ne fait pas du tout la même chose qu'un éditeur de guide pratique ou un éditeur de littérature. Et donc, on va avoir des compétences très spécifiques. Après, rien n'empêche de bifurquer et de changer, comme Hugo l'a montré. Mais c'est quand même quelque chose qui peut faciliter le parcours dans des domaines qui nous plaisent. Je pense que j'ai à peu près fait tout le tour de ma présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas aussi. Merci. On va passer aux questions. C'est pas si ça fonctionne. Bien. Merci beaucoup à tous les quatre, déjà, avant toute question pour vos interventions. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, à titre personnel. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà des questions. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour vos interventions. C'était très intéressant. Je me demandais à quoi ressemblent les journées type dans votre profession? J'en ai pas vraiment. Comment dire? Non, j'en ai pas vraiment. Après, il y a des périodes types à la limite. Ça, je peux plus peut-être en parler. Contrairement à Echo, c'est vrai que je n'en avais pas parlé, moi, mais on a une très faible production à l'année. On est à 3-4 livres en moyenne, sur des petits tirages, comme je vous ai dit, à peu près 8 exemplaires. Donc nous, pour le coup, notre cadence de création éditoriale, elle n'est pas du tout voilà, aussi rapide que Hugo. Nous, il y a des livres, on peut avoir un photographe qui nous envoie un projet à lui, on peut mettre 9 mois, voire 2 ans, 3 ans à le publier ensuite, donc ça peut être très long. Donc c'est plutôt ces périodes-là où, on va dire, le temps avant la création, avant la fabrication de l'objet livre peut être très long, mais ensuite ça peut être très rapide. Nous, généralement, on va, si je parle vraiment de la création éditoriale, avec le photographe, on va réfléchir à quel type de livre on souhaite créer. On va faire sa sélection d'images, qui peut prendre voilà, quelques jours. On va réfléchir ensuite à ce qu'on appelle le chemin de fer, qui est en fait la narration du livre, parce qu'on raconte aussi une histoire avec les photographies, surtout qu'on est vraiment sur une ligne éditoriale documentaire, avec un peu d'imaginaire, mais les thématiques sont vraiment sur l'environnement, le social, les territoires, les identités chez Leitmotiv, donc il y a vraiment des choses à raconter. On va réfléchir avec le photographe, le graphiste, sur tout ça. Ça peut prendre plusieurs mois d'aller-retour sur les premières maquettes de livres. Et ensuite, va s'inscrire dans ce schéma de
de travail va s'inscrire la relation avec l'imprimeur. Nous, on pousse vraiment les imprimeurs très loin sur la création. Des fois, on imprime sur des tissus, du métal, on va leur demander des reliures dont ils n'ont pas l'habitude. Souvent, la reliure est un poste sous-traité en plus, c'est pas toujours des imprimeurs qui ont des reliures chez eux. On fait le suivi de fabrication jusqu'au bout, donc on va au BAT. Ça prend généralement 1 à 2 jours sur place. Donc, on peut être une imprimerie, ça ne le ferme jamais, ça tourne tout le temps. Donc, si un livre est très compliqué à imprimer et qu'on leur fait plusieurs passes, c'est-à-dire on va faire un premier test avec l'imprimeur, on va regarder si voilà, les images, les photographies sont imprimées voilà, de la manière dont on le souhaite. Si ce n'est pas le cas, on va faire une deuxième passe, une troisième, une quatrième. Bon, généralement, là, il commence à être un peu fébrile. Après, bon, on se décide, mais en gros, on peut être chez l'imprimeur de 8h à minuit. C'est déjà arrivé. Donc ça va être une période très intense, qui est la période juste avant l'impression. Après, il y a l'autre période très intense, ça va être la période de communication sortie du livre, forcément. Où après, on enchaîne les lancements de livres, les rencontres, etc. Donc c'est plus, je ne vais pas parler de journée type, mais de période type. Du coup, en effet, c'est la grande différence, hein. J'insiste sur le fait que moi, mes missions, elles sont beaucoup plus restreintes. Nous, notre quotidien, il fonctionne par cycle. On a 5 cycles commerciaux dans l'année. C'est-à-dire qu'un cycle, ça va partir de l'établissement du planning éditorial, tout ce que Urban Comics va publier. Un cycle, c'est entre 2 et 3 mois. C'est des fixes. Et donc, on va décider quel titre on va publier. Du moment où je connais mes titres, je les envoie en traduction. Et comme je vous le disais, j'ai un planning au jour, en réalité. C'est-à-dire que moi, je vais lire un tableur où je note à telle date, je vais avoir reçu telle version, l'avoir envoyée en lecture. Et donc, mes journées sont composées que de ça. J'insiste sur le caractère assez répétitif, vu que je ne travaille pas avec les auteurs sur le contenu littéraire de mes projets. Mes missions sont d'une régularité qui peut être terrifiante, autant que dans mon cas très rassurante. Il n'y a pas beaucoup de folie. Et c'est ponctué néanmoins, il faut le dire, par des salons. Dans le cadre de la bande dessinée, là, fin janvier, début février, on a eu Angoulême, le grand événement de l'année. Mais mis à part ça, non, nous, on a une très grande régularité. Donc, c'est pas une fois qui va consister à envoyer des étapes de mon livre à des prestataires, à réceptionner, à faire de la vérification de si tout ce que j'ai demandé est bien intégré à mon livre. Donc, est-ce que les corrections sont bien intégrées? Est-ce que la maquette est bien telle que je l'avais imaginée et conçue? Est-ce que les livres et les pages sont dans le bon ordre? On est vraiment à ce stade-là, ça arrive. Et on s'en rend compte parfois très tard. Green Lantern avec 3 E, par exemple, ça ne nous a pas beaucoup fait rire sur le coup. Et il est en librairie, vous pouvez le trouver, il est presque collector à ce stade. Et non, on a une très très grande régularité de nos missions, et plutôt chouette dans mon cas. Il ne faut pas avoir peur de l'ennui sur le long terme, mais ce que disait Camille, à savoir que faut pas hésiter en fait à explorer les secteurs qui vous plaisent, parce que en effet, il y a quand même quelque chose qui revient quotidien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Camille? Alors, pour ma journée type, et déjà, je voulais juste redonner quelques éléments sur la Martinière, parce que je me rends compte que je ne l'ai pas du tout fait, contrairement à mes collègues ici présents. Donc, la Martinière, c'est une maison de beaux livres illustrés, et jeunesse et adultes. Et donc, je m'occupe de représenter à l'étranger aussi bien le segment jeunesse que beaux livres, donc gastronomie, cuisine, un petit peu de photographie, mais peu, et plutôt art aussi, mode et catalogue d'exposition principalement. Et ça fait partie du groupe Média Participation. Donc en fait, voilà la preuve qu'on peut faire partie d'un groupe et ne jamais se croiser, puisque je crois bien qu'on ne s'est jamais croisé au bureau. De différence. Ouais, tout à fait. Et puis il y a plus de 800 personnes en fait dans les locaux. Donc c'était aussi assez cloisonné finalement. Donc on ne se croise pas forcément. Et je travaille pour une petite maison, donc on est une quarantaine au sein du groupe. Voilà, donc moi, ma journée type, alors c'est un peu cyclique aussi. Là, par exemple, il y a un salon qui arrive, ça va être le salon de Bologne en Italie en début avril. Donc c'est un énorme moment pour l'édition jeunesse pour présenter toutes les parutions de l'année. Et sur ce salon, je vais présenter environ 70 titres répartis sur plusieurs marques éditoriales. Donc, dans l'optique de la préparation de ce salon, je vais préparer un catalogue avec les argumentaires de tous ces titres en anglais pour pouvoir les présenter pendant des rendez-vous en face à face avec des éditeurs. Donc, c'est des rendez-vous où on est vraiment, où j'ai l'éditeur en face de moi, donc on est deux, c'est pas face à toute une équipe en général.
Ça va très vite, c'est un peu des rendez-vous en speed dating sur des salons, donc toutes les demi-heures, on change. Ça, c'est un peu le quotidien de l'agent de droit enfin de l'agent de droit, je devrais pas utiliser le mot agent, de représentant de droit sur les salons. Ça va très vite et c'est des moments un peu marathon. Donc là, dans l'optique de ce salon aujourd'hui, j'ai avancé sur la préparation du catalogue. J'ai aussi fait un rendez-vous avec un éditeur qui ne peut pas se déplacer, donc en visio, où je lui ai présenté les nouveautés à venir. Ensuite, j'ai suivi les projets qui sont actuellement en fabrication, donc en différentes langues, qui sont à différentes étapes, parfois tout au début de la production. Donc on lance, on en est à l'étape des devis, parfois en quasi-finalisation, en cours de livraison. Il y a aussi un petit peu de logistique selon le lieu d'impression, bien transmettre les documents, etc. Et puis avant ça, s'assurer que bien sûr tout se déroule bien. Ensuite, j'ai répondu à des offres, des gens qui étaient intéressés pour l'achat des droits de traduction. Donc là, c'est plus de la discussion d'offres de conditions commerciales. J'ai ensuite informé les auteurs d'une traduction à venir. Donc il y a aussi un petit peu de relationnel et bien sûr de communication avec les auteurs. Ensuite, il pourrait y avoir, je vous fais une journée type un peu imaginaire, mais ça arrive dans la vraie vie. Ensuite, il pourrait y avoir un moment de reporting. Donc là, on se penche un peu plus sur les chiffres par exemple, fin février, là. Et puis, voilà, dire à l'équipe où on en est et sur ce qui a été prévu dans l'année. Ça, c'est la partie plus commerciale. Et enfin, voilà, la partie pas la plus fun, l'administratif. Donc, l'envoi des factures, la rédaction des contrats, la mise à jour des tableaux de suivi. Voilà, je crois que dans l'ensemble, c'est à peu près ce que je pourrais vous dire pour une journée type. Et sinon, pour ajouter, moi, pour ma part, une journée type, on va dire que comme Hugo a dit, c'est des missions qui reviennent régulièrement, mais il n'y a pas vraiment de journée type. Ça va dépendre de l'avancée des ouvrages. On va pouvoir, dans une même journée, lancer des contrats d'auteurs, en même temps faire le chemin de fer d'un ouvrage, en même temps relire un autre ouvrage à côté, vérifier que les visuels soient de bonne qualité, valider un titre qui va partir en impression. Donc, ça va vraiment dépendre au cas par cas. Et aussi, comme dans la plupart des secteurs éditoriaux, il y a des saisons. Donc, je ne vais pas travailler sur les mêmes types d'ouvrages en fonction des moments de l'année. Par exemple, en ce moment, je travaille sur des guides de randonnée parce que les guides de randonnée, il faut qu'ils sortent, on va dire, au printemps, avant que les gens aillent faire des randonnées. Et cet été, je vais travailler plutôt sur les beaux livres sur lesquels je commence déjà à travailler et à lancer des contrats. Mais du coup, les beaux livres, parce que à la fin de l'année, on va offrir des cadeaux pour Noël, etc. Et donc ça, c'est quelque chose d'important parce que les livres doivent sortir au bon moment de l'année pour pouvoir rencontrer leur public et se vendre. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Est-ce que par hasard, il y aurait d'autres questions? Non. Alors moi, j'ai une petite question, si je peux me permettre. Vous avez beaucoup parlé des expériences de stage et du fait que voilà, expérimenter différentes structures ou différents postes au sein d'une maison, ça peut être intéressant. Est-ce que vous auriez quelques petits conseils un petit peu concrets pour mettre le pied dans la porte, comme vous avez dit, trouver le premier stage en édition? Euh, bah, pour ma part, le premier pas dans l'édition, il s'est fait justement. Je vais dire qu'il n'y a pas de bonne réponse nécessaire dans mon cas. Je suis allé plutôt vers une petite structure, justement, parce que c'est un stage non rémunéré. Donc, d'impact pour une petite structure, sinon le temps. Euh, ce a été très formateur. Je dirais que les autres intervenants confirmeront, ou au contraire me diront que je mens. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que les petites structures peuvent avoir le temps de former quelqu'un, et à l'inverse, des grandes structures ont des services consacrés, notamment ressources humaines, et disons une force salariale qui leur permet peut-être plus d'accueillir, ne serait-ce qu'en termes de locaux. Je vous le disais, mon premier stage, c'était dans une cuisine, ce qui n'est pas le lieu idéal pour accueillir un stagiaire boulimique comme moi. Et donc, non, dans les deux cas, il n'y a pas de vraie bonne réponse. Camille l'a dit, ce qui compte, c'est d'aller vers un secteur qui vous plaît, définitivement, parce que faut tester. On l'a dit, on est tous les quatre dans des secteurs et dans des missions très différentes. Et il faut se rendre compte de si ça vous plaît. Moi, par exemple, le manuel scolaire, j'ai trouvé ça très formateur, mais définitivement, je n'y retournerai pas. Les mathématiques, très peu pour moi. Donc, oui, non, faut plutôt, je dirais, se lancer dans un secteur qui vous plaît. Et après, comme pour tous les stages et tous les secteurs, faut viser large.
c'est des reflux, mais on a tous les quatre eu un stage finalement à Réactive pendant nos études, donc c'est loin d'être mission impossible. Et je me permets d'ajouter que justement, on pense souvent que l'édition c'est un milieu très parisien, ce qui est vrai, mais là vous voyez sur nous quatre, toi Lorraine t'es du coup à Lille, que ce soit à Lyon, donc ça existe des maisons d'édition en dehors de la région parisienne. Moi j'ai fait mon stage à Lille, toi tu es encore à Lille, il y en a partout, à Bordeaux, il y en a à Lyon, il y en a partout, donc il ne faut pas se fermer non plus à cette idée que vous allez forcément finir à Paris avec un loyer terrifiant. Bien placé pour le dire. Mais donc voilà, foncez et visez large et visez sur ce qui vous plaît avant tout. Ouais. Je peux ajouter, en plus de, du coup, je peux ajouter, donc bon, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit et je pense que la porte d'entrée vers les petites structures, elle est très formatrice. En plus, c'est pas du tout voilà, à dénigrer ou quoi que ce soit. Ce qui peut être intéressant en termes de ressources pour les contacts éditoriaux, ce sont toutes les agences régionales du livre. On les oublie un peu parfois, mais la R2L ici est assez active, fait plein de choses avec nous, les éditeurs indépendants. Par exemple, on va participer au Salon du Livre de Bruxelles, mais avec un stand commun région. Donc, il y aura plusieurs éditeurs indépendants sur un même stand. Donc, chaque région a son agence régionale. Ensuite, il y a aussi par région, c'est très très fréquent, les associations des éditeurs indépendants. Bon, là, on n'est pas sur les grands groupes, mais voilà, il y en a dans chaque région. Ici, c'est l'association des éditeurs indépendants des Hauts-de-France. On est beaucoup en relation avec eux. On organise aussi des salons parfois ensemble. On peut participer aux assises de la Fédération de l'édition indépendante, etc. Nous, chez Motive, on est aussi membre d'une association. Donc là, c'est plus rare, mais il y a des associations thématiques. Donc nous, on a une association qui s'appelle France Photobook, qui regroupe 30 éditeurs indépendants spécialisés en livres de photographie. Donc là, c'est plus pour mutualiser des ressources, pour réfléchir ensemble à nos problématiques communes au secteur. Il est possible, je pense qu'il en existe d'autres par secteur de livres, par genre. En tout cas, dans le secteur photographique, il n'y a que la France qui est autorisée à créer cette association France Photobook qui est en plus soutenue par le ministère de la Culture. Donc voilà, en tout cas, tout ça, ce sont des petites ressources vers lesquelles se tourner et à ne pas négliger parce qu'ils seront toujours de bons conseils et avec voilà, de bonnes portes d'entrée pour vous en édition. Et j'ajouterais peut-être aussi, si vous ne le connaissez pas déjà, le site Lasfored qui recense toutes les offres d'emploi de l'édition. Donc c'est ASFOROD, Lasfored. Là, du stage au CDI, au contrat d'alternance, tout est vraiment recensé et les professionnels l'utilisent vraiment beaucoup. Et dans une moindre mesure, Profil Culture, mais qui fonctionne aussi. Moi, j'avais trouvé mon stage sur Profil Culture pour la fin de ma 5A. Voilà. Et LinkedIn aussi, après. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a aussi le site Livre Emploi qui recense toutes les offres qui existent dans le monde de l'édition, que ce soit édition, relations presse, fabrication, etc. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question, si jamais. Est-ce que Paul, tu as une question? J'ai plein de questions. Est-ce que vous auriez, alors pour tous les quatre, un projet sur lequel vous auriez travaillé, dont que vous êtes particulièrement fier? Zéro. J'ai honte. Si, beaucoup. Et alors, dans toutes les maisons d'édition auxquelles j'ai travaillé, notamment Talent en haut, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une maison d'édition super indépendante. Une fois avec un beau projet éditorial et qui est une maison d'édition indépendante, donc a besoin de soutien, parce que l'indépendance, c'est pas facile du tout dans un marché. Mais moi, dans mon poste actuel, on est une maison d'édition qui produit beaucoup de nouveautés, mais on a aussi un intérêt patrimonial, à savoir qu'on fait vivre une culture, qui est la culture comics,
qui est quand même une culture qui a plus de 80 ans. On ne se rend pas forcément compte, mais Superman et Batman, nos grands-parents les connaissent. C'est rare. Parce que ils ont 85 ans, donc c'est assez unique. C'est vraiment des figures de la pop culture qui traversent les époques, qui ont traversé l'histoire. Et donc, nous, on a une véritable mise en avant du patrimoine qu'est le comics, et on a une collection qui s'appelle la collection Chronicles. Donc, moi, je suis responsable de cette collection Superman Chronicles, où le principe, c'est par année, on vient publier tout ce qui s'est fait aux États-Unis sur une année, et on vient l'ajouter on travaille avec l'éditeur de l'époque, Bob Greenberger, qui va ajouter ses petites anecdotes. Ça va de l'anecdote vraiment de machine à café à des dossiers de présentation, et on va ajouter du courrier des lecteurs. Et ça permet vraiment de ressentir l'esprit du temps. Donc, nous, on commence en 87, on en est à l'année 89, c'est très très lent. On n'est vraiment pas les plus efficaces là-dessus, mais c'est vraiment des projets que j'aime beaucoup parce que c'est des projets éditoriaux qui sont complets. Il y a un travail d'archiviste. Je vous disais que j'ai une très grande régularité dans mes missions, et justement, ça va apporter un peu de piment, puisque je vais me plonger dans les ressources de l'époque, aller demander aux auteurs de l'époque s'ils ont des choses à raconter, retrouver des lecteurs, pourquoi pas. Et c'est une collection que j'aime beaucoup parce que voilà, elle vient mettre en avant une partie historique et un aspect presque beau livre parce qu'on fait des efforts de fabrication là-dessus. Euh, donc non, non, c'est des projets qui me plaisent beaucoup. Je suis très fier, allez jeter les, s'il vous plaît. Merci. Bon, un peu comme il faut. En fait, chaque projet, je pense qu'on est tellement embrigadé dedans qu'on en est fier à la fin. Moi, j'aimerais parler peut-être d'une collection qui est assez nouvelle à Leitmotiv, et avec le directeur et toute l'équipe, voilà, graphiste, photographe, etc. On est assez fiers de ça. Donc, c'est la collection Singulière. En fait, c'est un peu le cheval de Troie de la photographie en librairie. Parce que l'idée, c'était, avec cette collection, d'allier la photographie et la littérature. Et donc, en fait, d'intégrer un peu les rayons littérature, mais d'instiller de la photographie qui est vraiment représentée qualitativement sur le papier autant que dans un grand et beau livre. Et voilà, pour chaque titre, on a un duo photographe-écrivaine. Donc ça, c'est du duo féminin, c'est une volonté éditoriale, ça pourra évoluer. Ou alors, soit c'est la photographe qui va s'inspirer d'un texte existant, comme le premier titre, où là c'était un gros coup et c'était avant son prix Nobel, un texte d'Annie Ernaux. Bon, alors ça c'est très rare hein, qu'on ait un gros coup comme ça chez l'humain, ça arrive. Donc un texte initial d'Annie Ernaux dont on a racheté les droits, qui avait été publié chez Nil à l'époque. Et c'était en fait une lettre qu'elle avait écrite pour sa sœur qu'elle n'avait jamais connue, puisque c'était une sœur qui était morte avant qu'elle-même soit née. Hein. Et la photographe Nadège Fago, au moment où ce livre était sorti en 2011, elle avait entendu Annie Ernaux en discuter à la radio, et elle s'était dit, ben, en fait, là, les photos que je suis en train de faire, les premières, j'ai l'impression que ça correspond tellement à son récit, qu'elle a décidé de lui écrire une lettre, d'envoyer des petits tirages photographiques donc à l'éditeur de l'époque, qui ont finalement été transmis à Annie Ernaux. Et Annie Ernaux lui a répondu. Et voilà, ça s'est un peu lancé comme ça, le projet. Et nous, on est arrivé en 2023 avec cette idée de collection. Nadège Fago étant photographe membre de l'agence Leitmotiv. Voilà, on est parti par ce premier livre sur la création de cette collection. On a un deuxième sorti, un troisième qui est en préparation. Mais voilà, j'avais envie de parler de cette collection-là qui est un peu particulière du coup dans le genre de l'édition photographique et qui permet un peu de draguer les grands fans de littérature. Alors moi, sur ma partie, c'est diffuser vraiment les ouvrages à l'étranger et participer à une nouvelle vie pour eux, communiquer ces infos aux auteurs qui sont quand même toujours heureux de savoir que leurs œuvres voyagent. Et c'est une grande satisfaction, même si voilà, je participe pas, encore une fois, au projet de construction du livre, mais de lui donner une autre vie dans des langues. Alors pour l'anecdote, récemment, j'ai eu l'islandais, donc j'étais très contente d'avoir eu un projet avec une toute petite maison jeunesse qui fait quelques livres par an en achat, ou aussi en breton, parce que les langues régionales, on voit au chapitre, donc parfois il y a des petits projets d'adaptation en langue régionale. Voilà. Moi, je vais peut-être être un peu égocentrique, parce que un des ouvrages dont je suis fière, c'est un des premiers que j'ai pu envoyer en impression. On m'a laissé un peu en autonomie.
C'était un ouvrage à toute allure sur le Vendée Globe, en plus où il y avait l'auteur et un ghostwriter qui écrivait donc pour l'auteur. Sinon, actuellement, chez Glénat, c'est de travailler sur des livres qui mettent en avant la montagne et la randonnée, qui sont quand même des activités plutôt chouettes. Et à nouveau aussi, ce qui est aussi assez plaisant, c'est quand dans les ouvrages, les auteurs nous remercient en tant qu'éditeurs. Du coup, on se sent toujours un peu fier et on se sent utile à toute la vie du livre. Et ça, c'est toujours des moments chouettes. Ça m'est jamais arrivé. Mais peut-être que je dois me poser des questions. Merci à tous et à toutes d'être venus et merci beaucoup pour vos interventions. Je crois qu'on a bien vu que ce métier passion était effectivement passionnant. Et bien, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et j'espère que vous ressortirez avec quelques petites étoiles dans les yeux. Et évidemment, n'hésitez pas à nous joindre. J'ai ma carte de visite ici, mais vous pouvez récupérer mon mail très facilement. Au plaisir toujours de répondre aux questions, demande de stage. Je n'ai rien d'autre à donner. Envoi de SP, ça non, ça c'est non.